Madame, monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver encore cette semaine pour une nouvelle édition de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes. L'information qui a fait l'actualité au cours de cette semaine qui s'achève, c'est dans la première partie de votre magazine d'information réservé au reportage juste après la première partie, en seconde partie bien sûr. Ensemble, nous allons feuilleter quelques colonnes des journaux et quotidiens internationaux avec tous les sujets qui nous ont pu traiter au cours de cette semaine qui s'achève. Madame, monsieur, bienvenue à toutes et à tous. Dans un instant, la première partie, elle est réservée au reportage. Les forces de sécurité kenyennes ont donné l'assaut tôt lundi matin contre les islamites armés retranchés dans un centre commercial de Nairobi où une intense fusillade et de fortes explosions ont été entendues. L'attaque du commando islamite a déjà fait 68 morts et 200 blessés depuis samedi dernier. 3 fortes explosions ont été entendues lundi à l'aube dans le centre commercial Westgate de Nairobi où les forces de l'ordre kenyennes ont lancé un nouvel assaut pour tenter de maîtriser le commando islamite retranché depuis plus de 40 heures dans le bâtiment. Les explosions ont suivi une intense fusillade d'environ 15 minutes. Des combattants avaient repris dimanche dernier en début de soirée dans le centre commercial Westgate de Nairobi, où des agents israéliens interviennent désormais aux côtés des forces kenyennes pour tenter de mettre fin à la reprise d'assaut du bâtiment par un commando islamique qui a déjà fait 68 morts depuis samedi dernier. En début de soirée, un hélicoptère de combat de l'armée effectuait des tours de plus en plus rapprochés du centre commercial Westgate où, selon le gouvernement kényan, 10 à 15 islamites étaient toujours retranchés. Une sous-sécuritaire s'exprimant sous couvert d'anonymat a évoqué la présence d'agents israéliens aux côtés des forces kenyennes pour tenter de venir à bout du commando. Interrogé à Jérusalem, le porte-parole du ministère israélien a indiqué n'avoir pas pour habitude de commenter une quelconque opération conjointe de sécurité qui pourrait ou non être en cours. L'attaque islamite a débuté samedi alors que le centre commercial était bondé de Kenyans et d'expatriés venus faire leurs courses du week-end ou attablés aux terrasses de café. 2 Français, 3 Britanniques, un Sud-Africain, un Sud-Coréen, une Néerlandaise et 2 Indiens sont décédés ainsi qu'un célèbre poète et homme d'État ghanéen, Kofi Aouner. Des Américains et de nombreux autres Occidentaux, cibles privilégiées des assaillants, figurent parmi les blessés. Le président kényan Uhuru Kenyatta a annoncé que son neveu et la fiancée de ce dernier figuraient parmi les tués. Les responsables de l'attaque devront payer pour leurs actes ignobles et bestiaux, a-t-il menacé. Jusque dans la soirée, alors que les affrontements se poursuivaient, clients apeurés et employés traumatisés, piégés dans le centre, ont continué d'en émerger par petits groupes au fur et à mesure de la lente progression des forces de l'ordre. Blessés et cadavres ensanglantés ont été évacués par les services de secours. Également épaulés par des membres en civil des services de sécurité des chancelleries occidentales, policiers et militaires kenyans ont tenté prudemment de cerner les assaillants dans un labyrinthe de boutiques en tout genre où il est aisé de se cacher ou de se retrancher. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier en Nairobi depuis une attaque suicide d'Al-Qaïda en août 1998 contre l'ambassade américaine qui avait fait plus de 200 morts. La décision du tribunal égyptien de suspendre toute activité des frères musulmans est une entrave au principe élémentaire du jeu démocratique qui veut que chaque association exerce en toute liberté et dans la légalité ses activités. Bien que le climat soit particulièrement tendu en Égypte depuis la prise du pouvoir par les militaires, l'on ne peut s'empêcher de voir une main basse sur la confrérie. Certains parlent d'une étape décisive dans la campagne de répression de la confrérie islamiste en Égypte depuis la destitution du président Mohamed Morsi début juillet dernier. Les nouvelles autorités installées par l'armée mènent une guerre judiciaire contre les frères musulmans, la confrérie dont Mohamed Morsi est issu. Du gel des avoirs à l'interdiction formelle de toute activité, la confrérie ne peut que cesser d'exister ou de retourner dans la clandestinité comme à l'époque d'Hosni Moubarak.
Le nouveau régime, qui annonce le ton d'une dictature sans pareil, a-t-il pris la mesure de la chose? Que va-t-il faire de l'Assemblée nationale qui est contrôlée par les partis issus des frères musulmans? À vrai dire, la situation politique en Égypte donne des insomnies aux protagonistes qui se demandent bien si la révolution avait été bénéfique pour ce pays. À l'allure où vont les choses, il est difficile d'envisager une sortie pacifique d'une crise socio-politique qui fait des victimes chaque jour. Les ouvriers du textile au Bangladesh sont en colère. Et pour cause, ils réclament un salaire minimum équivalent à 100 $ américains alors qu'ils touchent à peine 38 $. Trimant ainsi comme des esclaves payés à coups de lance-pierre alors que pour vivre décemment, ils auraient besoin de 200 $ par mois. Plus de 200 000 ouvriers ont manifesté pour le 3e jour consécutif à Kazipur, près de la capitale de Dakar, où plusieurs centaines d'usines textiles sont implantées. Quelques 300 autres usines ont été fermées pour prévenir toute nouvelle attaque de la part de manifestants qui ne plaisantent pas. La situation est devenue si volatile que la police a tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes pour disperser les ouvriers devenus incontrôlables pour tenter le tout pour le tout. Les manifestations contre les faibles salaires et les mauvaises conditions de travail ont secoué le secteur de l'habillement du Bangladesh depuis l'effondrement du Rana Plaza qui a tué plus de 1100 personnes et apparemment les ouvriers refusent toujours de lâcher du lest. Dans la zone industrielle de Tekpon à Dakar, des heurts ont opposé des milliers d'ouvriers à la police devant le siège de l'association des fabricants du textile. Un dirigeant syndical a prévenu que les manifestations se prolongeraient tant que les salaires ne sont pas augmentés. Le Bangladesh est le 2e exportateur de vêtements au monde, fournissant notamment les grands noms du textile tels que l'américain Walmart, le français Carrefour ou encore le suédois H&M. Pilier de l'économie, le secteur avec ses 4500 usines représente 80% des exportations annuelles pour un chiffre d'affaires s'élevant à plus de 27 milliards de dollars. Un double attentat suicide commis devant une église à la sortie de la messe a fait au moins 78 morts dimanche dernier au Pakistan, l'attaque la plus sanglante jamais menée contre la minorité chrétienne dans ce pays, selon les autorités locales. Ces 2 attaques perpétrées par 2 kamikazes et revendiquées par une faction du mouvement des talibans pakistanais ont visé l'église de tous les saints de Peshawar. Le ministre pakistanais de l'Intérieur a signalé que 34 femmes et 7 enfants figurent parmi les morts. Une faction du mouvement des talibans pakistanais a dit être l'auteur du double attentat. Nous avons mené les attaques suicides à la bombe à l'église de Peshawar et nous continuerons à frapper des étrangers et des non-musulmans jusqu'à ce que les attaques de drones s'arrêtent, a déclaré Ahmad Marwat, un porte-parole de ce groupe qui avait revendiqué en juin la mort de 10 alpinistes étrangers. Lancé en 2004, les attaques de drones américains ont fait dans le nord du Pakistan entre plus de 2000 et plus de 3500 morts, principalement des insurgés, mais aussi de nombreux civils, selon différentes organisations étrangères suivant de près ce dossier. Ces attaques suscitent de fortes critiques au Pakistan, mais les États-Unis les considèrent comme un aspect vital de leur lutte contre les talibans et les combattants d'Al-Qaïda dans les zones tribales frontalières de l'Afghanistan. Les chrétiens, qui représentent 2% de la population du Pakistan, près de 180 millions d'habitants, à plus de 95% musulmans, sont parfois victimes de violences, mais très rarement du fait des attentats qui visent habituellement des forces de sécurité ou les minorités musulmanes chiites ahmadis, jugées infidèles pour des extrémistes sunnites talibans. Les 2 kamikazes ont activé les explosifs qu'ils portaient sur eux à la sortie de la messe dominicale au moment où plus de 400 chrétiens sortaient de l'église. On racontait des témoins. Les autorités savaient que ces églises pouvaient être attaquées et avaient spécialement déployé des forces de sécurité autour de ce bâtiment, a dit un des dirigeants de la municipalité. Devant l'église, certains proches de victimes en pleurs ont scandé des slogans hostiles à la police, jugés incapables d'avoir évité cette attaque. D'autres ont bloqué l'une des principales rues de Peshawar avec des cadavres de victimes pour dénoncer ces assassinats.
Les violences antichrétiennes au Pakistan avaient jusqu'à présent été limitées à des heurts entre communautés locales, souvent après que des chrétiens avaient été accusés de blasphème par des musulmans. Au moins 25 morts et quelques disparus, tel est le bilan du typhon qui s'est abattu dimanche dernier, dans le sud de la Chine. C'est la plus puissante tempête tropicale depuis le début de l'année. Après avoir frappé samedi Taïwan et les Philippines, la tempête a poursuivi sa trajectoire mais a quasiment évité Hong Kong en passant plus au nord que prévu. Selon le Centre national de météorologie, Usagi va faiblir en poursuivant sa course au-dessus de la Chine, actuellement orientée au nord-ouest. Son passage a fortement perturbé les transports. En plus des vols qui ont été annulés ou retardés à Hong Kong, des centaines d'autres ont été annulés dans les transports du canton de Shenzhen. Les couloirs des compagnies aériennes ont été assiégés par des passagers espérant modifier leurs réservations. Les voyageurs en attente ont peu de chances de pouvoir embarquer dans la journée du lundi, compte tenu des retards cumulés. Au total, 480 vols ont été annulés ou retardés dans la matinée qui s'ajoutent aux 450 repoussés dimanche. L'année dernière, le typhon Bopha avait dévasté le sud des Philippines, faisant plus de 1800 morts et disparus. En août 2009, le typhon Morakot avait causé la mort d'environ 600 personnes à Taïwan, la plupart d'entre elles ayant été ensevelies dans les glissements de terrain. Hong Kong est en revanche bien protégé contre les typhons, grâce à d'énormes sites de construction. Le typhon le plus meurtrier de ces 50 dernières années est Wanda, ayant fait seulement 130 morts et 53 disparus en 1962. Les intempéries qui ont frappé le Mexique la semaine dernière, bloquant des dizaines de milliers de touristes à Acapulco, ont fait au moins 123 morts et 63 disparus. Le bilan est lourd, très lourd. Le dernier bilan officiel faisait état de 110 morts et 68 disparus. Les 68 disparus étaient des habitants du village de la Pintada dans l'état de Guerrero, où la moitié des maisons a été ensevelie par un glissement de terrain. Le bilan des disparus est descendu à 103 lorsque 5 cadavres ont été découverts dans ce village. À Catepec, le village voisin a également subi un glissement de terrain très comparable à celui de la Pintada et les secours y ont découvert 8 morts lundi dernier. Les tempêtes manuelles sur la côte Pacifique et Ingrid sur la côte Atlantique ont pris le pays en tenaille la semaine dernière, causant des ravages dans 22 des 32 États du pays. Au moins 1,5 million d'habitants ont été endommagés. Selon les spécialistes, l'ampleur des destructions provoquées par les intempéries s'explique en bonne partie par la mauvaise qualité des constructions et des infrastructures, une situation souvent liée à la corruption. Alors que certains experts estiment qu'il y avait peu à faire contre un phénomène sans précédent depuis 1958, d'autres estiment que le désastre a été aggravé par une mauvaise politique d'urbanisme, des routes de mauvaise qualité et une déforestation illégale. Les débats sur la question syrienne occuperont une part belle lors de la 68e Assemblée générale de l'ONU. Tous les observateurs s'accordent sur un principe, celui de la solution diplomatique pour éviter davantage de victimes. Barack Obama et ses alliés devraient tout mettre en œuvre pour convaincre la communauté internationale à exercer des pressions fortes contre la Syrie soutenue par la Russie, qui s'oppose jusqu'ici sur les moyens d'application d'un plan pour éliminer les armes chimiques en Syrie. Ainsi, si les positions se rapprochent, le Conseil de sécurité pourrait adopter une résolution sortant ainsi de sa paralysie de la crise syrienne qui a déjà fait 110 000 morts. Pour
la troisième fois d'affilée, la chancelière allemande Angela Merkel a remporté dimanche les élections législatives. Un triomphe historique puisque la dame de poigne a frôlé la majorité absolue au Bundestag selon les résultats officiels. La chancelière a offert à son parti, la CDU, son score le plus élevé depuis la réunification du pays en 1990 avec 41,5% des voix en hausse de 7,8 points par rapport à la dernière élection de 2009. Le Parti conservateur est arrivé très loin devant le Parti social-démocrate avec 25,7% qui reste proche de son plus bas historique il y a 4 ans. Par contre, l'allié libéral de Angela Merkel, le FDP, a été éjecté du Parlement pour la première fois depuis l'après-guerre avec son plus faible score jamais enregistré, 4,8%. Victime d'une mauvaise stratégie de campagne et d'une polémique sur la tolérance passée du mouvement envers la pédophilie, les Verts sont sensiblement en baisse avec 8,4%. La gauche radicale, quant à elle, a baissé de 3,3 points et obtient 8,6%. Âgée de 59 ans, Angela Merkel a confirmé son statut de femme la plus puissante du monde en devenant la première dirigeante européenne à être reconduite depuis la crise financière et monétaire qui a secoué l'Union européenne. Jamais depuis le chancelier Konrad Adenauer en 1957, les conservateurs CDU n'ont obtenu la majorité absolue des sièges au Bundestag, la chambre basse du Parlement. Selon le calcul des médias allemands, Angela Merkel a échoué de 2 sièges sur 598. Elle sera donc en position de force pour négocier une coalition, probablement avec les sociaux-démocrates, comme lors de son premier mandat ou, hypothétiquement, avec les Verts. Dans une telle configuration, elle pourrait sans problème continuer de mener sa politique de sauvetage de l'euro selon son principe « solidarité en échange de politique de rigueur ». Depuis le 23 septembre dernier, un coup de balai a commencé au cœur de la police grecque. Un nettoyage qui se déroule une semaine après le meurtre du rappeur antifasciste Pavlos Fyssas par un militant présumé du parti néo-nazi Obdoré. La démission de 2 généraux de la police, à l'occurrence l'inspecteur général de la police du Sud, Ioannis Dakopoulos, et le directeur général de la police du Centre, Apostolos Kakanis, est un message transmis à tous les policiers de Grèce. Dans le même temps, plusieurs cadres de la police en poste à l'île d'Obé, au nord d'Athènes, ont été suspendus pour ne pas avoir effectué une enquête sur les locaux d'Obdoré situés près d'un commissariat de police et où des armes auraient été entreposées. Une enquête a été également ouverte pour déterminer si les policiers ont participé d'une manière active à des activités illégales d'Obdoré après des dénonciations dans la presse sur cette éventualité. Afin d'assurer le bon déroulement de cette enquête, une dizaine de changements d'affectation dans la hiérarchie de la police, notamment au poste de chef de l'unité antiterroriste et de l'unité chargée du crime organisé, ont été effectués. En outre, une trentaine de dossiers constitués depuis le début de l'année sur des actions illégales de policiers vont également être réexaminés. Il faut dire que l'assassinat du rappeur Pavlos Fyssas par un néo-nazi et membre présumé d'Obdoré a consterné la Grèce et poussé les autorités à agir contre ce parti qui dispose de 18 élus sur 300 au Parlement depuis juin 2012. Ayant bénéficié jusqu'ici d'une quasi-impunité de la part des autorités pour des violences contre des migrants et sympathisants de gauche, Obdoré se trouve dorénavant dans la ligne de mire du gouvernement.
Place à la deuxième partie consacrée à la presse écrite internationale. Nous commençons déjà par la journée de lundi. En France, Hollande offrait déjà une taxe aux Verts. Nous apprenons le Figaro lundi qui indiquait que la menace brandie par les Verts de ne pas voter le budget 2014 a fini par porter. Lors de la deuxième conférence environnementale du quinquennat, François Hollande a répondu à leurs exigences en annonçant la création dès 2014 d'une nouvelle taxe, la contribution climat-énergie, qui montera en puissance jusqu'à rapporter 4 milliards d'euros en 2016. En échange, le taux de TVA sur les travaux de rénovation thermique sera abaissé à 5%. Applaudi par les écologistes, ce dispositif encore flou est dénoncé par les chefs d'entreprise qui voient une nouvelle hausse de la pression fiscale. Le quotidien français notait que le chef de l'État français a par ailleurs fixé de nouveaux objectifs d'économie d'énergie à moyen terme jugés très ambitieux par les experts. En page 12, le Figaro se demandait bien comment il faut interpréter les propos chocs du pape François. L'interview du pape François diffusée par une quarantaine de revues jésuites jeudi de la semaine dernière dans Le Monde suscitait déjà, selon le journal, de nombreuses interrogations. Morale catholique, positionnement politique, autorité papale, relation avec les traditionalistes. Le spécialiste des religions du Figaro décryptait pour vous les 4 points essentiels qui pourraient constituer le programme du pontificat du pape François. Fin de vie, PMA, la gauche remanie le comité d'éthique pour ouvrir le jeu, nous apprenait Le Monde. Le quotidien indiquait que le comité consultatif national d'éthique va accueillir 16 nouveaux membres dont Jean-Pierre Mignard, ami du président français François Hollande. Aucun responsable religieux ne fera plus partie de cette instance influente, relevait Le Monde. Ce rééquilibrage à gauche intervient alors que François Hollande espère un feu vert du comité pour présenter une loi sur la fin de vie. Le journal catholique La Croix, dans sa parution de lundi, parlait de la folie terroriste. Au Kenya, des islamistes somaliens ont provoqué des dizaines de morts en faisant le siège d'un centre commercial. Des attentats meurtriers ont également eu lieu au Nigeria et au Pakistan. Libération de lundi s'intéressait au sujet et parlait de l'horreur à Nairobi, faisant des dizaines de morts. L'attaque par les djihadistes somaliens d'un mall de la capitale kenyane pointe les risques d'un chaos régional. Pour la Voix du Nord, c'est un massacre islamiste à Nairobi qui a fait 68 morts. Le journal lillois écrivait « Le massacre perpétré dans un centre commercial à Nairobi au Kenya par des islamistes somaliens de la mouvance Shebab avait au moins 68 morts. Parmi eux figurent 2 Françaises, une mère et sa fille. » Les bonnes nouvelles, bien sûr, venaient tout simplement avec le quotidien français de l'économie, Les Échos, qui notait un 3e mandat pour Angela Merkel. La chancelière allemande a surpris dimanche par l'ampleur de sa victoire, autour de 42% des voix. Selon les premières estimations, elle a raté de peu une majorité absolue au Bundestag, c'est-à-dire avec 304 sièges. Et il va maintenant lui falloir négocier une grande coalition avec l'opposition social-démocrate. Son rival, Pierre Steinbrück, a augmenté de 3 points le score de son parti à 26% des suffrages. La surprise a été la sortie de route de l'allié de la CDU, le FDP, qui ne franchit pas la barre des 5%, et l'entrée possible au Bundestag des eurosceptiques de l'AfD. Triomphal, c'est le titre qu'avaient choisi en tout cas nos confrères du quotidien de l'économie. Les Échos, informations que vous deviez retrouver en page 8, 9 et dans l'éditorial de Dominique Seux, page 11. L'Humanité, le journal fondé par Jean Jaurès dans sa parution de lundi, nous disait que c'est encore 4 ans de casse avec Merkel. Le journal fondé par Jean Jaurès, comme tous les journaux et quotidiens internationaux, notait qu'Angela Merkel arrive largement en tête des élections législatives, mais elle perd son allée libérale. Elle devrait ainsi former une coalition avec les sociodémocrates du SPD. En fait, vous deviez tout savoir sur toute l'Allemagne en lisant l'Humanité dans sa parution de lundi. Et puis dans son cahier central, l'Humanité s'était intéressée à un poète chilien, Pablo Neruda, 40 ans après sa disparition. Pour nos confrères, il reste toujours d'actualité, toujours présent dans les esprits. Dépenses publiques, l'État au régime par la diète, titrait aujourd'hui en France. Le quotidien relevait que le gouvernement français présentait déjà mercredi dernier le budget 2014. Celui-ci contient de vrais efforts de réduction des dépenses, mais pour un résultat encore symbolique. Pages 18 et 19, le journal et nos confrères notaient que les Bleus de Tony Parker n'ont fait qu'une bouchée de la Lituanie
80 contre 6 en finale de l'Eurobasket. Ils sont enfin champions. Pour le quotidien du sport et de l'automobile, l'équipe, ils sont magiques. Les Bleus de Tony Parker ont décroché leur Graal dimanche dernier. Au bout d'une finale maîtrisée, ils sont enfin devenus champions d'Europe, écrivaient nos confrères. Il y avait également hier et surtout dimanche dernier un vrai duel de géants entre le Paris Saint-Germain et Monaco. Score de la partie un but partout. Information que vous devez retrouver dans les colonnes du quotidien français et surtout du sport et de l'automobile. L'équipe, le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien revenait sur le vol au lycée agricole de Saint-Joseph et s'interrogeait qui a volé 1000 poulets. 2 pistes ont été évoquées, une filière de revendeurs ou encore des anciens élèves. Au Luxembourg, le quotidien journal luxembourgeois parlait du triomphe électoral de Merkel qui pourrait avoir la majorité absolue au Bundestag. Le journal luxembourgeois nous disait qu'Angela Merkel a remporté un triomphe historique dimanche aux élections législatives allemandes et pourrait être reconduite pour un 3e mandat de chancelière pendant 4 années encore avec une majorité absolue au Bundestag. Même son de cloche à la grande une de la Libre Belgique qui titrait « Merkel n'a pas chancelé ». Très beau jeu de mots. Angela Merkel triomphe et rempile pour un 3e mandat. En Allemagne, son allié, le FDP, s'effondre. En page 6 et 7, la Libre Belgique a eu un entretien avec le désormais ex-recteur de l'Université Saint-Louis, Jean-Paul Lambert, qui expliquait que le CDH n'a jamais défendu que les intérêts de l'UCL. Pour le soir, avec plus de 42% des voix, la chancelière allemande remporte une victoire historique et repart pour un 3e mandat. D'où la une du journal Angela Merkel, le triomphe. En Suisse, la Tribune de Genève notait que pour la presse romande, le GSSA pose une question légitime. L'initiative du GSA a été balayé. Pour autant, les médias estimaient en tout cas lundi matin que l'armée doit s'interroger sur son avenir. Merkel sans alternative, son portrait couronné de laurier s'affichait déjà à la grande une de Handelsblatt 2 jours avant le scrutin. Il n'y a pas d'alternative à Angela Merkel, estimait le quotidien économique, elle s'en réjouissait. C'est la coalition actuelle qui jouit de la plus grande confiance dans les milieux d'affaires. Au Canada, le journal de Montréal titrait « Commission Charbonneau, 16 maires veulent être réélus » sur les 27 maires en poste ayant été associés à des procédés douteux devant la Commission Charbonneau. Plus de la moitié sollicite un nouveau mandat aux élections de novembre prochain du côté du Québec. La Commission sur les printemps érables s'ouvrait déjà lundi. Titrait le métro, les audiences publiques de la commission spéciale d'examen des événements du printemps 2012, appelé printemps érable, s'amorceront et se sont amorcés en tout cas depuis lundi à Montréal, nous apprenait le quotidien montréalais, le métro dans sa parution de lundi dernier. Mardi, toujours en France, impôt, la gauche dans les taux, c'était le titre choisi mardi par Libération qui notait qu'à la veille de la présentation du budget 2014, le gouvernement français peine à assumer sa politique fiscale. Une question, les Français sont-ils vraiment surtaxés? L'élément de réponse se trouvait dans les colonnes du quotidien français. En page 10, Libération se demandait bien qui sont les terroristes de Nairobi, les assaillants du centre commercial samedi sont issus des Chebab, les islamistes nationalistes somaliens autonomes d'Al-Qaïda, expliquaient nos confrères dans les colonnes de Libération. À ce propos, l'Humanité nous apprenait que les Chebab portent la guerre à Nairobi. Des dizaines de morts après l'attaque du centre commercial de Westgate. Le commando terroriste se réclamait des Chebab. Les islamistes somaliens écrivait déjà le journal. En page 4, le journal fondé par Jean Jaurès s'interrogeait « Municipal, l'union divise-t-elle la gauche ?» Selon le confrère, à 6 mois des élections, les débats s'aiguisent au front de gauche et au Parti socialiste. Sondage, impôt, Merkel, la grande déprime du PS, titrait le Figaro qui expliquait que le record d'impopularité du chef de l'État français François Hollande, ajouté au ras-le-bol fiscal et à la nette victoire électorale de la chancelière allemande Angela Merkel, attise des inquiétudes des élus socialistes. Le Figaro s'intéressait également ce mardi-là à l'interminable assaut contre les islamistes somaliens, 2 jours après l'irruption d'un commando de Chebab somalien dans le centre commercial de la capitale kenyane. Les alentours restaient interdits d'accès mardi. Le flou des propos des autorités, ajouté en tout cas à la confusion, écrivait déjà le quotidien. Le Monde, autre quotidien français, nous affirmait que Angela Merkel est
chancelière allemande, mais également chef de l'Europe. Selon le journal, la dirigeante sortante est en position de force pour continuer une coalition avec le SPD ou encore les Verts. Pendant ce temps, le journal catholique La Croix nous apprenait et nous disait ce qu'il faut attendre du troisième gouvernement Merkel. Information que vous devez retrouver en page 6 du journal catholique. En une, La Croix nous disait que l'Iran joue la carte du dialogue. Selon le quotidien, le président iranien Hassan Rouhani va prononcer et a prononcé d'ailleurs mardi devant l'ONU un discours attendu, même si la communauté internationale restait sceptique et reste toujours sceptique quant à ses propos. Au Luxembourg, le quotidien titrait Nairobi, les forces de sécurité toujours aux prises avec un ou deux islamistes armés. Le journal luxembourgeois indiquait que les forces spéciales kenyanes combattaient toujours mardi matin un ou deux islamistes retranchés dans le centre commercial Westgate de Nairobi, après près de 4 jours après l'attaque lancée par un commando armé comprenant dans ses rangs des Américains et une Britannique qu'on a surnommée la Veuve Noire. Même tonalité à la une de la Tribune de Genève qui indiquait aussi que la police est toujours aux prises avec un ou deux assaillants. Le quotidien suisse relevait par ailleurs que les autorités kenyanes avaient annoncé mardi que les forces de sécurité avaient le contrôle du centre commercial Westgate à Nairobi, ce qui n'était pas vraiment le cas le mardi. En Guyane, le quotidien France-Guyane notait qu'à Pôle emploi, il y a un agent pour 186 chômeurs. Selon le journal guyanais, les conseillers des agences de Pôle emploi en Guyane suivent 60% de demandeurs d'emploi, en plus que leurs collègues de l'Hexagone. On parle bien sûr de la France. Le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien parlait de mardi d'un réseau démantelé. Braconnage du palmiste, 6 palmiers plénois sont impliqués. Le journal réunionnais notait qu'une opération de contre-braconnage du palmiste a permis le démantèlement d'un réseau complet des ramasseurs au restaurant. La coupe de sous de palmiste est punie en Réunion de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Attention donc. En Belgique, la Libre nous apprenait que le chèque repas est en voie de disparition. En tout cas pour beaucoup, la forme papier ou même électronique n'a pas d'avenir. Autant payer directement. L'avantage est aujourd'hui pour les salariés. Pour le soir, autre quotidien belge, 20% des Belges, 60% de leur richesse. En fait, le journal nous apprenait que la Banque nationale détaille le patrimoine des Belges. Le royaume est riche, mais les inégalités sont grandes. Certains en appellent à une réforme fiscale. Le journal belge notait également que c'est l'horreur en continu à Nairobi. C'était toujours dans la parution des journaux de mardi. En Grèce, au lendemain de la victoire électorale d'Angela Merkel, Taneia faisait sa une sur le triomphe de la reine de l'austérité et notait que l'Europe devient Merkelland. La chancelière allemande elle-même ne s'attendait pas à un tel succès, expliquait le journal. Jusqu'au dernier moment, elle et son parti expliquaient à quel point la bataille électorale serait décisive. Elle doit désormais former sa coalition avec d'autres partis politiques allemands. En Espagne, tout un symbole, le quotidien conservateur tressait déjà une couronne à la chancelière allemande avec les étoiles du drapeau européen. Les raisons de ce succès électoral sont évidentes. Merkel a gouverné avec rigueur et responsabilité sans faire de concessions au populisme et sans susciter de fausses espérances, écrivait la Razón. Face au programme des socialistes qui cherchaient à la flatterie facile des citoyens, elle a su imposer l'austérité et n'a jamais accepté une augmentation des impôts dangereuse pour la création d'emplois et la croissance économique, ajoutait le journal de droite dans son édito titré « L'ouragan Merkel ». Le quotidien estimait que c'est une bonne nouvelle pour l'Espagne puisque les résultats renforcent l'alliance des deux nations et la complicité de deux gouvernements de la même famille politique. Merkel est donc, pour la Razón, reine de l'Europe, comme vous le voyez à la grande une de ce journal, Reina de Europa. Paradis fiscaux, 6 familles ciblées par le fisc, titrait le journal de Montréal. 6 familles canadiennes très connues du monde des affaires sont dans la ligne de mire de Revenu Canada pour des placements d'$1 milliard net d'impôts effectués aux îles Vierges britanniques, un paradis fiscal notoire, titrait et surtout relevait nos confrères du journal de Montréal. Mercredi, coup du capital, notre opération vérité, disait-on mercredi à la grande une du journal fondé par Jean Jaurès l'Humanité, qui indiquait que le budget 2014 était présenté d'ailleurs mercredi. Argent public donné sans contrôle, salaire écrasé pour augmenter les profits, pression des dividendes des actionnaires, etc. Le quotidien affirmait que tous ces sujets et bien d'autres pesaient déjà bien plus
que le prétendu coût du travail. Municipal, haro sur les Roms, c'était le titre choisi par Libération mercredi pour expliquer que la droite française exploite à fond le thème à des fins électorales. Mais Manuel Valls lui-même dénonce le mode de vie extrêmement différent des nôtres et surtout de ses populations. En page 10 et 11, le quotidien Libération remarquait que l'affaire Bettencourt est la faiblesse de Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy, ex-président français. En parlant des Roms, le Figaro notait que Manuel Valls sonne l'alarme. Le ministre français de l'Intérieur considère comme illusoire de prouver qu'on réglera le problème des Roms à travers uniquement l'insertion. Sans état d'âme, écrit le journal, il enfonce le clou de ce dossier épineux. Le problème a pris une telle ampleur que la classique ligne de fracture gauche-droite s'est estompée. On se souvient du concert d'indignation des socialistes lorsque Brice Hortefeux avait pris une circulaire en 2010 pour évacuer les camps illicites. François Hollande l'avait jugé à l'époque à la fois immonde et illégal. Depuis lors, 3 ans ont passé, l'angélisme d'hier a cédé le pas au principe de réalité. En page 6, le Figaro notait qu'il y a eu du suspense à l'ONU. Mardi, diplomates et journalistes ont guetté un contact, même fugitif, entre Barack Hussein Obama et Hassan Rouhani, le nouveau président iranien. Après les offres d'ouverture du président américain, une brève rencontre aurait une portée symbolique très importante vu l'absence de contact entre dirigeants iraniens et américains depuis plus de 3 décennies aujourd'hui. Quand on parle de 3 décennies, c'est plus de 30 ans en tout cas. Pendant ce temps, Le Monde nous apprenait que Hollande accroît l'effort fiscal demandé aux entreprises. Pas de pause fiscale pour les entreprises. Le projet de loi de finances substitue une taxe de 2,5 milliards d'euros à une précédente, rapportant 500 millions d'euros. La déduction pour les parents d'enfants scolarisés pourrait être maintenue, notait déjà le quotidien français Le Monde. Le Monde déjà en sa page 4 notait également que la Centrafrique sombre dans un chaos sanglant. La France propose une résolution de l'ONU et envisage une intervention militaire. La Croix, quotidien catholique, indiquait mercredi que l'ONU examinait déjà le même mercredi les objectifs du millénaire qui visent à réduire la pauvreté dans le monde. Le documentaire de Pascal Plisson sur le chemin de l'école, c'est le titre de ce documentaire qui sortait déjà en salle le même mercredi, éclairait déjà l'enjeu de l'éducation à travers l'histoire de 4 enfants déterminés à réussir à tout prix. D'où la une du journal catholique face à la pauvreté, des succès et des défis. Aujourd'hui en France, avait fait une enquête sur un scandale, la fraude aux places handicapées, détournées, volées ou copiées. Le journal nous apprenait que les cartes de stationnement pour handicapés font l'objet d'un trafic grandissant. En page 13, aujourd'hui en France, revenait sur la disparition de la petite Fiona et indiquait que la mère et le beau-père sont désormais en garde à vue. D'ailleurs, vous allez le voir tout à l'heure, les choses ont changé. Santé, un plan stratégique, titrait la Marseillaise qui notait des mesures avec la généralisation du tiers payant, maison de santé pluridisciplinaires et praticiens territoriaux qui constituent les principales annonces effectuées par la ministre française de la Santé Marisol Touraine. C'était lundi dernier. Analyse à Saint-Pierre-du-Zamal dans les égouts, titrait le quotidien de La Réunion et de l'océan Indien qui nous disait que une étude très sérieuse révélait des traces de cannabis dans les eaux usées de la capitale du sud de Saint-Pierre. En Guadeloupe, France Antilles nous faisait savoir dans le procès de la rue Sadi Carnot qui a fait 8 morts en 2007, une chaîne de manquements successifs serait à l'origine du drame. Le procureur de la République a requis du sursis à l'encontre de l'ex-maire de Pointe-à-Pitre, Henri Bangou, du propriétaire de l'immeuble et du gérant du bazar. Bref, comme le journal l'a titré mercredi, le drame aurait pu être évité. Au Luxembourg, le quotidien nous apprenait que Crédit Suisse va fermer des comptes de clients dans 50 pays. Crédit Suisse, le numéro 2 du secteur bancaire en Suisse, entend fermer les comptes de clients provenant de près de 50 pays d'ici à la fin d'année. La banque suisse entend demander aux clients de ces pays de solder leurs comptes, soit parce que leurs avoirs sont insuffisants, la limite se situant typiquement en dessous d'1 million de francs suisses, c'est-à-dire 800 000 euros, soit parce que Crédit Suisse ne souhaite plus faire affaire dans ces pays. L'initiative touche notamment les pays d'Afrique. Les pays d'Afrique comme le Congo et l'Angola sont également visés, des pays tels que le Turkménistan, l'Ouzbékistan et la Biélorussie. Les risques de réputation liés à ces pays étant jugés trop importants, en tout cas pour la banque Crédit Suisse. En Suisse, justement, la Tribune de Genève nous apprenait que malgré une ambiance à la détente, il n'y a pas eu de poignée de main entre Barack Hussein Obama, le président américain, et le président iranien Hassan Rouhani. À la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le président des États-Unis a appelé de ses voeux à une relation constructive avec son homologue iranien récemment investi.
Même son de cloche à la une du quotidien belge La Libre qui titrait « Obama tend la main à l'Iran ». Le président américain propose à Téhéran de reprendre un dialogue politique. Dans ses pages 4 et 5, La Libre Belgique nous disait comment la Flandre surclasse les deux autres régions de la Belgique. L'autre quotidien belge, Le Soir, nous apprenait que l'école payera 2 fois moins que prévu. La communauté parle depuis cet été d'économiser 36 millions dans son enseignement. Ce sera environ la moitié. Hassan Rouhani, le président de l'Iran, est arrivé le 24 septembre à l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans les jours qui ont précédé son départ, il a multiplié les signes d'ouverture vers l'Occident. Mais le quotidien ultra-conservateur de Téhéran, Kayhan choisit de titrer sur une déclaration moins conciliante de Rouhani. Les sanctions contre l'Iran sont injustes et illégales. Dans son éditorial, le journal iranien s'amusait de la surenchère des médias occidentaux au sujet d'une éventuelle rencontre Obama-Rouhani, estimant que l'Iran s'est toujours montré prêt à dialoguer alors que les États-Unis n'ont fait qu'imposer des sanctions. Justement pourquoi ça fait 3 décennies que les États-Unis et l'Iran, il n'y a pas vraiment une belle amitié. Au Liban, L'Orient le jour, le quotidien libanais d'expression française titrait « Obama tend la main à Rouhani, Hollande la serre ». Vous allez comprendre pourquoi. Le président des États-Unis attend des actes de Téhéran. Dans les colonnes du journal, vous deviez trouver un entretien à huis clos entre les présidents français et iraniens. Pendant ce temps, Washington et Paris sont intransigeants par rapport à la Syrie. Cinéma, Hollywood, le vol de sirop d'érable titrait déjà le journal de Montréal mercredi, qui nous apprenait que Hollywood a été séduit par l'histoire du vol de 2700 tonnes de sirop d'érable dans un entrepôt de Saint-Louis de Blanfort entre août 2011 et juillet 2012. Le studio Sony Pictures produira une comédie inspirée de cette affaire qui mettra en vedette l'acteur Jason Segel. C'était à lire en tout cas dans les colonnes du quotidien montréalais, le journal de Montréal, dans sa parution de mercredi dernier. Passons à la journée de jeudi. La rigueur augmente, le chômage baisse. C'était le titre que Libération apportait déjà à sa grande une. Expliquait déjà que le gouvernement français a présenté mercredi le projet de budget 2014 marqué par une hausse d'impôts pour les ménages. Parallèlement, le nombre de chômeurs en août affiche une chute record. Pour le Figaro de jeudi, le déficit se creuse malgré les hausses d'impôts. Le déficit de l'État français n'en finit plus de déraper. Dans son projet de budget, le gouvernement prévoit qu'il se montera à 82,2 milliards d'euros l'an prochain, soit 10 milliards de plus qu'en 2013 et 35 de plus que prévu initialement. Cette dégradation des comptes publics, relève le quotidien, intervient alors que les impôts atteignent un niveau record au point d'opérer des rentrées fiscales. Le gouvernement promet une nouvelle fois de baisser les dépenses l'an prochain. Le Figaro avait également relevé l'appel au secours des chrétiens d'Orient, cible des islamistes, surtout du côté de l'Égypte. Pour Le Monde, c'est un budget 2014 douloureux pour tous. Le journal indiquait que l'État français se serre la ceinture. Les impôts continuent d'augmenter. Le Monde de jeudi détaillait déjà les arbitrages. En page 2 et dans l'enquête Hollande-Fabius, Le Monde nous apprenait que le président iranien est prêt à coopérer sur le nucléaire et reconnaît la Shoah. François Hollande, qui est isolé, reste ferme sur la Syrie. Le journal fondé par Jean Jaurès, dans sa livraison de jeudi parlant de budget 2014, ramenait une pensée de Victor Hugo à sa grande une. C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Comme pour dire tout simplement que les riches sont encore plus riches parce qu'ils ont besoin des pauvres pour être encore plus riches et les pauvres ont besoin des riches pour rêver. Cette belle phrase expliquait d'ailleurs tout du côté de l'humanité dans sa parution de jeudi dernier. Pour le quotidien catholique La Croix, dans ce budget 2014, il y a des économies et encore des impôts. Le journal indiquait que le projet de loi de finances pour 2014 présenté mercredi prévoyait déjà un effort important de compression des dépenses publiques, mais ne parvient pas toujours à empêcher une hausse de la pression fiscale. C'est ce que nous apportait en tout cas le quotidien La Croix jeudi. Le quotidien français de l'économie, Les Échos, donnait les clés du budget 2014. Dans les colonnes du journal, vous auriez pu trouver 9 pages spéciales pour mieux comprendre le problème du budget 2014 du côté de la France. À Lille, La Voix du Nord s'interrogeait Roms. Comment ça se passe ailleurs? Le quotidien notait qu'en France, il y a 20 000 Roms. Selon le ministère de l'Intérieur, la cohabitation avec cette population est loin d'aller de soi. Entre expulsion, la photo à la grande une du journal, et insertion, difficile d'appliquer une politique cohérente. Disparition de Fiona, l'effroyable vérité titrée aujourd'hui en France, qui expliquait que la disparition de la petite fille en mai avait bouleversé toute la France.
Eh bien, mercredi, sa mère Cécile Bourgeon a admis la mort de Fiona. La Nouvelle République nous le disait clairement. La mère de Fiona accuse son compagnon placé en garde à vue. La mère de la fillette disparue à Clermont-Ferrand assure que c'est son conjoint qui l'a tuée. Arnaque au voyage, déjà 17 plaintes rapportées le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien qui nous apprenait qu'une voyagiste marron a escroqué au moins 17 personnes en annulant des séjours à Maurice payés d'avance pour un préjudice de 16 000 euros. En Guadeloupe, les centres de médecine du travail ont perdu depuis 2007 l'agrément du ministère. De quoi invalider toutes les décisions prises, s'interrogeait déjà le journal qui titrait « Nos médecines du travail privées d'agrément ». 30 jours de grève et le grand laisser-rouler. C'était le titre choisi par France Antilles Martinique, qui avait noté 2 rencontres en 30 jours de conflit, du jamais vu depuis longtemps, dans un mouvement social, sachant que des milliers d'usagers sont pénalisés tous les jours. Le journal martiniquais faisait d'ailleurs le décryptage de cette situation du côté de la Martinique. Luxembourg, le stade coûtera de 30 à 40 millions, titrait le quotidien. Le journal luxembourgeois nous apprenait que le président de l'UEFA, Michel Platini, était en visite mercredi matin à Luxembourg pour une réunion de travail autour du grand stade national dont le pays veut se doter sur le site de l'actuel Josie Bartel. En Suisse, la tribune de Genève nous affirma que des voyous s'installent chez des gens vulnérables, cibles d'individus mal intentionnés qui cherchent un toit sans rien débourser. Des personnes fragilisées sont comme prises en otage chez elles, surtout du côté de la Suisse et de Genève. En Belgique, la Libre titrait la double vie des parkings. Le quotidien nous apprenait que Skybeck inaugure un système de partage de ses parkings communaux en soirée et la nuit contre petite rétribution, une première en Belgique. Le soir, autre quotidien belge nous disait qu'on pouvait sauver Fortis autrement. Selon le journal, plusieurs sources estiment que le 26 septembre 2008, Fortis a manqué une occasion colossale d'éviter la ruine de ses actionnaires. Le groupe Santander était candidat à la reprise de cette belle entreprise qui est tombée aujourd'hui. En Grèce, 18h. Non au fascisme, titrait le quotidien athénien Eleftherotypia, le jour du grand rassemblement contre l'extrême droite sur la place Sintama. Les syndicats ont privé GSEE et du public ADEDI, mais aussi des partis politiques, PASOK, un parti socialiste, Syriza de gauche radicale, Dimar gauche démocratique et Antarcia antifasciste, ainsi que d'autres organisations indépendantistes ont rejoint l'appel citoyen lancé aux Grecs afin de condamner par leur présence massive les actes nazis et criminels d'Aube dorée et de déclarer leur dégoût pour l'assassinat de Pavlos Fissa. C'était à lire en tout cas dans les colonnes du quotidien athénien Eleftherotypia. Au Canada, le journal de Montréal titrait « Parlement politique quand les insultes fusent ». Le quotidien relevait que l'insulte de la députée libérale Christine Saint-Pierre envers la première ministre du Québec est typique du climat agité qui règne quand un gouvernement est minoritaire à l'Assemblée nationale, estiment d'ailleurs les experts du côté du Canada. Terminons avec la journée de vendredi. Rome sans France, des chiffres inédits titrés à la croix. Un document dévoilé par le journal catholique dénombre 394 campements totalisant 16 949 personnes et mesure les premiers progrès accomplis en matière de socialisation. Rome, tempête au gouvernement, peut-on lire déjà, et pouvait-on lire vendredi à la grande une du Figaro qui nous disait qu'une atmosphère de crise au sein du gouvernement français. La ministre du Logement, Cécile Duflot, s'est livrée jeudi à une très violente attaque contre son collègue de l'Intérieur, Manuel Valls, à propos du dossier des Roms, selon elle, en déclarant que seule la minorité de Roms souhaite s'intégrer. Le ministre est allé au-delà de ce qui met en danger le pacte républicain. Et Cécile Duflot en a appelé sur ce sujet brûlant à gauche à la responsabilité du président français François Hollande. Pour l'humanité, parlant de sécurité sociale, notez en tout cas la saignée. Selon le journal fondé par Jean Jaurès, dans son projet de loi du budget, le gouvernement français prévoit un tour de vis sans précédent sur les dépenses de santé. Impôts, ce que vous allez payer en 2014, titrait Le Monde, famille, retraite, revenus aisés,
ces catégories ne connaîtront pas la pause fiscale annoncée, relevait le journal. Sécurité sociale, une taxation accrue des PEA et de l'épargne réglementée va apporter 600 millions d'euros. En 2013, 44% des Français ont vu leur impôt augmenter en dépit des promesses du chef du gouvernement français, Jean-Marc Ayrault. Le quotidien français de l'économie, Les Échos relevaient de nouvelles menaces fiscales sur l'assurance vie. Selon le journal, l'embellie entrevue au mois de juillet n'aura été qu'un feu de paille. En août, l'assurance vie n'a drainé que 7,1 milliards d'euros, soit le plus faible montant sur un an. Selon les chiffres publiés jeudi par l'Association française de l'assurance, elle n'a pas bénéficié de la baisse des rémunérations du livret A, l'effort global d'épargne des Français ayant été moins fort cet été. Point positif en tout cas pour les assureurs, les niches sont en baisse. Page 29, l'éditorial de Guillaume Mozan, page 9 et le supplément patrimoine, page 37 à 41, vous auriez pu trouver cette belle information. La Marseillaise, dans son édition du jour et surtout du vendredi, parlait de Hollande qui a fait un retour en terre sinistrée. Le président français François Hollande était jeudi sur le site d'ArcelorMittal, malgré les discours difficiles d'oublier que l'usine a subi de plein fouet le diktat de la multinationale sans que l'État français puisse renverser la tendance, écrivaient d'ailleurs nos confrères. Au Luxembourg, le quotidien titrait « Attaque du Westgate, le Kenya enterre ses morts » et y attend les réponses. En tout cas, les Kenyans ont enterré leurs morts jeudi dernier. On parle bien sûr des morts qui ont été dus à l'attentat en tout cas du centre commercial de Westgate par les Chebabs. En Belgique, la Libre avait pour une « Quand le top du fisc se paie au noir ». Certains limiers du fisc belge sont mieux traités fiscalement que les autres fonctionnaires des finances et que le commun des mortels. Grogne en tout cas dans les rangs de l'administration fiscale, nous apprenaient nos confrères de la Libre Belgique. Réchauffement, l'alerte s'amplifie titrait le soir qui nous apprenait que la GIS ou alors le GICE a adopté vendredi son 5e rapport sur l'évolution du climat. La gravité du réchauffement se confirme et d'ailleurs, d'après le GICE, on compte aujourd'hui plus de 8,5 cm de plus sur les océans et les mers. Qui sont les Autrichiens et pour qui votent-ils? Le magazine Profil tentait de répondre à ces questions à quelques jours des élections du 29 septembre. L'hebdomadaire affichait en une un costume traditionnel autrichien, un Lederhose, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est encore dimanche. Ce dimanche, en tout cas, plus de 6 millions d'électeurs seront appelés aux urnes. La coalition sortante formée par les sociodémocrates, le SPO et les conservateurs OVP devrait être reconduite pour un nouveau mandat de 5 ans. Mais le scrutin peut aussi réserver quelques surprises si l'on en croit l'étude publiée dans Profil. Celle-ci révèle que le milieu social d'un individu est de moins en moins un indicateur de vote en Autriche. Selon l'étude, les couches moyennes supérieures, principales pourvoyeuses de voix des deux grands partis du pays, représentent aujourd'hui 15% de la population autrichienne. Dans les derniers sondages, les sociodémocrates SPO, les conservateurs OVP, sont crédités respectivement de 27% et 21% des intentions de vote. En Suisse, la Tribune de Genève nous apprenait que l'ONU pourrait adopter une résolution sur la Syrie. Les États-Unis et la Russie sont parvenus à un accord sur les modalités concernant la destruction de l'arsenal chimique syrien. Le Conseil de sécurité a adopté d'ailleurs une résolution vendredi soir. En Guadeloupe, France Antilles parlait de ces délinquants traqués sur le net, filmés ou épinglés par les systèmes de vidéosurveillance. De plus en plus de délinquants guadeloupéens se retrouvent traqués sur les réseaux sociaux. Pour les auteurs de ces films, il s'agit d'un acte citoyen, mais le procureur de la République tire la sonnette d'alarme. Au parc des Expos de Saint-Denis, Zao lance Kalou Bank. Nous apprenait le quotidien de la Réunion vendredi et de l'océan Indien, il faut le dire. Coup d'envoi. Le coup d'envoi a été lancé vendredi soir au festival de Kalou Bank avec Zao qui check déjà sur, vous le voyez à la grande une de ce journal, le Moringer David Testan pour un plein de sensations. Vol violent et torture à Albina 2, pouvait-on lire vendredi à la grande une de France-Guyane. Le village qui fait face à Maripasoula sur la rive surinamaise du Maroni est en proie à une vague de violence dont les principales victimes sont des commerçants. Au Pakistan, le tremblement de terre du 24 septembre d'une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter a fait au moins 400 morts dans la province du Balochistan, dans l'ouest du Pakistan. Ce bilan devrait s'alourdir alors que les répliques continuent dans cette région où de nombreuses habitations sont en torchis. Le gouvernement a débloqué des fonds spéciaux et a dépêché l'armée. La situation est rendue précaire, notamment
par le fait que les islamistes s'en prennent aux médecins venus secourir les victimes. Le quotidien The Nation insiste sur la nécessité d'organiser au plus vite et au mieux les secours dans cette région très pauvre et agitée par un mouvement séparatiste. Une aide logistique doit être apportée au plus vite. Il n'y a pour l'heure aucun plan d'action pour réhabiliter les commerces et habitations qui ont été touchés, notait d'ailleurs le quotidien pakistanais The Nation dans sa parution de vendredi. À Montréal, Revenu Canada entend faire payer les fautifs, nous apprenait le Métro, qui nous disait que l'Agence du Revenu du Canada, ARC en abrégé, a confirmé jeudi qu'un chèque a été expédié à tort à l'ex-parrain de la mafia, Nick Rassuto, et a assuré que les fonctionnaires responsables devront répondre de leurs actes. Décédé dans l'urgence, rapportait le journal de Montréal, qui nous disait qu'une patiente de 107 ans, Françoise Parent, est décédée sur une civière de l'urgence après avoir attendu 13 heures sans voir un médecin à l'hôpital Pierre Boucher. Des choses qu'on nous dit souvent qui n'arrivent qu'aux Africains, mais également du côté de l'Occident. Ce genre de choses arrive d'attendre un médecin pendant 13 heures sur une civière de l'urgence. Les riches ont plus besoin des pauvres pour être encore plus riches et les pauvres ont besoin des riches pour rêver, disait d'ailleurs Victor Hugo, vous l'avez vu tout à l'heure dans une de l'Humanité. Madame, monsieur, c'est ici que s'achève cette autre édition de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes. Ensemble, nous avons fait le tour du monde déjà en reportage et surtout en presse écrite et surtout presse écrite internationale. Vous avez vu en tout cas ce que nos confrères de la presse écrite ont traité comme information au cours de cette semaine qui s'achève. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Il est bon de se quitter pour mieux se retrouver. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.